Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que je devais recevoir depuis longtemps parce que je me l'étais noté quelque part et que ça s'était pas présenté, mais on a pris contact grâce à ta... Agence RP. Grâce à ton agence RP, c'est bien ça. Héloïse. Comme quoi ça marche. Héloïse, salut Héloïse. Et ce quelqu'un, c'est Pierre Monnier qui est le fondateur de Hinbag. Hinbag, avec un H devant, que vous trouvez sur HIND comme Daniel, BAG comme un bag.fr. Tout à fait. Un jeu de mots entre handbag et avec le I de l'Inde, parce que c'est une marque d'accessoires éthiques et bientôt de mode, mais tu nous raconteras ça plus tard, qui produit avec une ONG en Inde, à laquelle tu reverses une partie de tes revenus. Alors tu m'expliqueras le modèle un peu plus tard. Ouais, tout à fait. Enfin, dans pas longtemps, pardon, je vois que tu allais prendre la parole, mais je te la coupe, désolé. Voilà, très heureux de te recevoir. Il y a plein de trucs qu'on va voir ensemble, mais ce qui est hyper intéressant, et ce sera un peu la genèse, mais ça part d'un projet étudiant. Tu devais partir pour 6 mois, il y a 10 ans, presque. Et voilà, une aventure de 10 ans qui existe, que tu lances et tu découvres cette ONG que tu veux aider. En créant un atelier textile qui va d'abord produire en B2B jusqu'à ce que tu testes le B2C en 2018 et puis te lances à fond dedans. Aujourd'hui, Hinbag, c'est 8 millions en 2023. C'était 2 millions, un peu plus de 2 millions en 2022. Donc déjà, c'est un x4 sur le CA global de la boîte, mais c'est surtout un x6 sur la partie B2C, puisqu'en 2022, tu faisais 1 million en B2C, en 2023, tu as fait 6 millions. Et je serais curieux de comprendre comment tu as réalisé cette accélération de fou. On va creuser aussi ton développement, puisque tu es un solo founder, comme on disait à une époque, je ne sais pas si on le dit encore, mais voilà. Tu t'es associé un jour avec un employé, enfin tu as employé quelqu'un avec qui tu t'es associé, on va en parler. On va parler de la distribution, donc tu fais, je l'ai dit cette année, en D2C sur Shopify, tu fais 6 millions avec une partie et le reste en retail. Tu as 400 points de vente en France, 200 à l'étranger, notamment en Allemagne et aux États-Unis, pays sur lesquels tu t'es lancé grâce à des plateformes, Encore Store et Faire. On va parler de la manière aussi dont tu as... utiliser des salons, notamment maison et objets, pour développer justement ton réseau de points de vente. Et voilà, plein de gros sujets. Et puis ton lancement mode et prêt-à-porter qui ne saurait tarder. Bientôt, voilà, qu'on espère bientôt. Bref, bienvenue, c'est cool de te recevoir. Merci Laurent, et merci pour l'invitation, ça fait plaisir. C'est quoi Hinbag, avec tes mots? Hinbag, c'est, comme tu disais déjà, c'était un projet étudiant, donc c'est une société qui a plusieurs missions. Une mission en France, c'est de rendre accessible la mode éthique, que je trouvais moi-même étudiant un peu cher, et aussi surtout une mission en Inde qui est l'émancipation des femmes, l'éducation des enfants. Donc Hinbag, c'est essayer de faire les choses bien, simplement, et que ce soit pour le producteur ou pour le client, avec une vraie plus-value. Hinbag, c'est très connu, je suis sûr que vous l'avez toutes et tous déjà vu. C'est le produit phare, c'est cette banane. Le logo, vous allez voir sur hinbag.fr, mais c'est ce logo blanc avec écrit Hinbag en noir. Et on l'a vu, il y a eu un essor incroyable des bananes au cours des quelques dernières années et tu faisais partie de cette vague. Alors il y en a eu d'autres, mais il y a notamment toi, qu'on voit partout. Ouais, tout à fait, on a eu la chance de surfer sur cette mode il y a 2 ans à peu près. Donc je remercie déjà Raphaël d'avoir pensé à me présenter ce produit-là il y a 3-4 ans déjà, sur lequel j'étais Raphaël, pas forcément... Qui est notre directrice artistique, que j'ai recrutée du coup en 2018 et qui nous a tout de suite parlé de ce produit, sur lequel j'ai eu quelques réserves au départ. Heureusement, je me suis pas écouté, je l'ai laissé faire. Et c'est vrai que c'est le produit clairement qui nous a porté à l'été 2023 et qui a été qui a tracté notre CA, que ce soit sur le site ou en retail, parce que c'était un produit assez abordable, simple à porter, pas besoin d'essayer et très visuel en plus. Ok. Bon, mais on fait un rollback jusqu'en 2012 où tu dois te trouver un projet étudiant, fin d'études. Ouais, c'est ça, 2012, je suis étudiant lambda, j'ai un projet à mener obligatoire par l'école, j'ai pas trouvé parce que je suis à la bourre, et puis au hasard d'un dîner, je tombe sur un 4A, un quatrième année de mon école, qui a fait une mission humanitaire là-bas, en Inde, qui me parle de cette ONG et qui me dit « Fais un projet avec eux, tu vois, ils sont super, ils sont hyper volontaires ». Moi, ça m'allait, j'ai présenté le projet à l'école, ils l'ont validé, et après, je me suis mis en contact avec cette ONG. Et en effet, ils étaient ultra volontaires. Ils m'ont expliqué par A plus B que les dons, c'était bien, mais que, en fait, on ne peut pas s'y fier. Et avoir du projet à long terme avec des dons, c'était compliqué parce qu'on ne savait jamais combien on allait recevoir. Et elle m'a dit, ça peut être bien si ton projet, on a un petit atelier textile, c'était de nous apporter un revenu régulier sur une durée pour que nous, on puisse anticiper les projets sociaux. Et je me suis dit, bon d'accord, je vais vous promettre 600 € par mois, tous les mois, pendant 8 mois. Et moi, je me débrouille en France pour trouver ces fonds-là. Ils ont un petit atelier textile.
À l'époque, c'était la fin du sac plastique, donc j'ai fait des tote bags que j'ai présentés à mon école, à des entreprises à Toulouse, là où je faisais mon école à l'époque. Et l'histoire a commencé comme ça. On était un groupe de 5 étudiants à proposer du coup ces produits-là dans Toulouse. Et de fil en aiguille, on a vendu nos produits. Et je me suis dit, après qu'au bout de 6 mois où le projet finissait, c'est moi qui avais le contact avec l'ONG. Elle m'a dit, franchement, c'est super, 600 € par mois, regarde, on a pu faire ça. Et croyez-moi, eux, avec 10 €, on fait ce que nous, on fait avec 100 €. Donc c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible, je vais pas laisser tomber ce projet, il y a un vrai truc, une vraie opportunité. Eux m'ont beaucoup poussé. Et comme je t'expliquais, en école, on a beaucoup de temps. Donc, j'avais pas d'argent, mais j'avais beaucoup de temps. Donc, j'ai mis tout mon temps libre. J'ai pas fait de césure, je l'ai fait chez eux. Je suis pas parti à l'étranger. Je me suis occupé de ce projet-là jusqu'à le rendre rentable et le démarrer réellement en 2015 à la création de la société. Génial. Mais depuis la France ou depuis l'Inde? Non, depuis la France. Depuis la France. Ouais, okay. Depuis la France. J'ai voyagé du coup là-bas. Ouais. J'ai passé quelques mois, quelques semaines pour apprendre à les connaître, voir comment ça fonctionnait. Alors, faut dire que j'ai mis 2 ans à sortir des produits qui étaient corrects. J'allais dire, parce que le projet de fin d'études, c'est en 2012. Ouais. Tu crées la société en 2015. En 2015, ouais. Parce que c'est là en 2015 où, déjà, c'est mon année de césure, donc c'est là où je m'y mets vraiment à 100%, parce qu'avant, j'avais quand même mes études un tout petit peu à côté, et des projets étudiants. Du coup, c'est là où je décide de la créer, et puis c'était vraiment le début où, ça y est, je commençais à pouvoir sortir des vrais produits avec... Enfin, c'est tout bête, mais on n'a pas la même notion du produit bien fait en France. Quand je parlais des entreprises avec leur logo, leur pantone, je disais à l'ONG, il faut vraiment exactement ce pantone bleu. Et ils me sortaient un bleu qui était complètement autre et ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne nous allait pas. Donc, on a eu un vrai gros travail de professionnalisation. Et une fois que ça a été fait, ça a été, pour le coup, ça a été un énorme avantage pour nous de travailler avec eux parce que très volontaires, très motivés, c'est des gens qui ont envie et qui demandent du travail. Et pour le coup, on a présenté ça à des entreprises et en 2015, c'est là où ça a commencé un peu à fonctionner. C'était du tote bag publicitaire. L'avantage pour moi, c'est que ça ne me demandait pas de fonds. Je prenais la compte de l'entreprise, ça m'aidait à payer la production et puis après, avec la petite marge que je faisais, je mettais de côté et de fil en aiguille, j'ai pu investir après sur un site web, sur des employés, etc. À la suite. Tu dis un truc qui est hyper intéressant quand on se lance quand même, c'est que en B2B, très généralement, c'est largement répandu, on paye un acompte. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est très important pour nous. Oui. Parce que déjà, en B2B, on a moins besoin de... on n'a pas besoin forcément d'un site web excellent, une belle carte de visite, des échantillons, ça peut suffire pour faire des commandes, en tout cas pour nous. Donc ça a été vraiment ça. Et en fait, les acomptes nous ont permis de pouvoir avancer les productions et de pouvoir ensuite, après, en étant payé de la totalité de la facture, avec la marge, de pouvoir réinvestir petit à petit. Et on n'a pas besoin de plus que d'un petit bureau dans un coworking ou dans une chambre, un ordinateur et des cartes de visite pour commencer à travailler en B2B. Quoi. Mais il a quand même fallu 2 ans pour lancer un produit correct. Ouais, ça parce que c'était des difficultés de production, quoi, sur... je parlais à un atelier qui faisait un tout petit peu de couture, mais très peu. Et quand même des tote bags, quand on parle à des femmes, le but c'est de réinsérer des femmes des bidonvilles de New Delhi. Du coup, on va chercher ces femmes-là et elles ont aucune compétence au départ. Et donc, la difficulté au début, c'est d'aller les voir, de les ramener à l'ONG, de leur expliquer qu'une femme, ça peut travailler, qu'elle a le droit de travailler. Donc déjà, il y a quelques semaines, quelques mois où elles ne travaillent pas, on leur explique juste qu'elles peuvent travailler. Une fois qu'elles acceptent, après, elles partent de zéro. Donc faire des coutures, utiliser une machine, c'est impressionnant au départ et ça se fait pas tout de suite. Et en gros, on met encore 3-4 mois avant qu'elle puisse sortir un tote bag. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé par le tote bag, parce que c'est quand même assez simple. C'est 4 coutures, une petite anse, etc. Et du coup, j'ai vraiment mis 2 ans à la fois à faire le produit et après à leur expliquer un logo, pourquoi ça se respectait, pourquoi une charte graphique ça existait, et en France y a des erreurs qui passeront pas, et que du coup il faut faire attention au délai, à tout ça. Et du coup ça m'a mis 2 ans. Mais donc ça c'est les couturières que cette ONG réintègre à la société, en tout cas fait sortir des bidonvilles. En face de toi dans l'ONG, c'est qui ton interlocuteur? Ah, pour le coup, c'est une ONG qui existe depuis longtemps, elle a 40 ans. On va donner son nom. Hein. Ouais, c'est Swami Sivananda Memorial Institute. Mais le plus simple, c'est ssmi.in. Quand je disais on, c'était donc toi, parce que voilà, je me serais pas risqué à ça, mais Swami Sivananda Memorial Institute, vous tapez SSM comme maman, SSMI.IN comme l'Inde, et vous tombez dessus. Et effectivement, il y a pas mal de choses. Tu l'as dit, elle existe depuis 40 ans. 40 ans. Et dans les programmes qu'elle offre, il y a évidemment le programme textile. C'est ça. Et tu es son seul. Aujourd'hui, oui, ils ont une petite production locale où ils font du block print, du sari, etc. Okay. Mais aujourd'hui, on représente 95% de leurs finances sur la partie textile qui elle-même représente plus de 70%
de leurs finances globales. Après, c'est une ONG, donc elle est aidée par le gouvernement. Par exemple, l'école qu'on finance, les professeurs sont payés par le gouvernement, mais après, tout ce qui est fourniture, tout ce qui est bâtiment ou autre, c'est l'ONG qui doit s'en occuper, et c'est là où nous, on finance tout ça. Et alors comment ça marche? Tu leur verses une partie, un pourcentage, une commission, Non, un fixe? justement, le but, c'était que c'était pas de les re-rendre dépendants aux dons. Donc, on leur fait très peu de dons, c'est parfois en plus. Mais l'objectif, c'est de leur créer un outil économique sur lequel, eux, après, peuvent s'appuyer pour générer du profit. Du coup, comme on a fait, au départ, je leur ai dit, voilà, c'est quoi vos coûts? Combien ça coûte un salaire d'une femme là-bas? Combien ça coûte ce produit-là? Et après, j'ai dit, voilà, le salaire minimum, c'est ça. Moi, je veux que ce soit à peu près 2-3 fois plus. Et avec ça, après ce produit-là, je veux que vous fassiez au moins 50% de profit. Et après, moi, c'est un prix auquel je touche pas. Et je me débrouille pour le vendre au bon prix en France. Et après, j'ai des leviers sur la logistique, sur l'import et sur d'autres choses pour essayer d'avoir un prix un peu plus bas. Et du coup, une fois que j'ai ça, je sais qu'ils vont faire du profit. Et l'objectif, c'est que plus je leur donne du chiffre, si je leur donne 1000 euros de commande, je sais qu'ils vont pouvoir avoir à peu près entre 400 et 500 euros, qu'ils vont pouvoir réinvestir dans des machines déjà aussi, mais aussi dans le projet d'école, le projet, ils ont aussi un food programme où ils distribuent de la nourriture dans les bidonvilles. Enfin voilà, c'est une ONG qui fait pas mal de choses, et plus elle fera de profit, plus on leur donnera, nous, du CA à générer, plus l'impact social va être énorme. Et c'est sur cette base-là qu'on a construit une bague. Une bague, ça n'a pas de sens sans cette ONG. C'est ce qu'on essaye d'expliquer aux consommateurs, c'est que vraiment aujourd'hui, quand vous achetez un produit, une bague, 50 euros, il y a entre 10 et 20 euros qui va directement à l'ONG pour ce projet social. Ok, c'est intéressant. Et par rapport à ton CA global, ça représente combien? D'argent dédié à l'ONG. Cette année, il faudra que je fasse le calcul, mais on est pas loin des 2 millions d'euros. C'est génial. Qu'on aura du coup... 2 millions sur 8, hein, ça fait un quart. Voilà, c'est ça. Okay. Un peu plus d'un quart. Je pense qu'on fera 7,5, 8, et je pense qu'on sera un peu au-dessus de 2 millions. On n'a pas encore fait totalement pas totalement fini à compter encore. Ok. Tu clôtures à quelle date? On a clôturé en décembre, mais en fait, vu qu'on est en train de changer nos sociétés, on les sépare en deux, il y a eu pas mal de boulot qui a dû être fait. T'as bien demandé une prolongation du délai. C'est ça. si, on l'a. Et pour le coup, voilà, donc ça représente énormément d'argent pour eux qui peuvent après réinvestir. Et c'est pour ça que cette année, on inaugure une école qui a coûté, voilà, elle est venue me voir il y a 2 ans en disant on a un projet d'école parce que c'est un vrai sujet après le Covid, les élèves ne sont pas revenus à l'école, donc on veut créer un bâtiment. Donc c'était un projet à 600-700 000 euros pour créer un bâtiment, pour donner 750 places à des enfants. Il va sortir de terre et c'est l'inauguration en juillet. Et ce bâtiment-là, avec ses 700 000 euros, on l'a financé à 95%, nous, en vendant les bananes notamment. Et ça, c'est vraiment l'impact concret. Et quand je dis aux gens, quand vous achetez un produit, il y a un impact qui est direct là-bas, vous pouvez le vérifier, vous allez sur le site, vous appelez la directrice, vous allez à Delhi, vous accueilleront, l'école elle est sortie de terre, donc c'est hyper concret. C'est génial, je suis ému, je trouve ça super. Ça rejoint un peu les cultures et la valeur de la boîte, mais tu me disais quand on prépare l'entretien, l'accessibilité c'est important, tu préfères vendre 4 sacs à 50 balles que 2 sacs à 100. Ouais, voilà, il y a une double mission comme j'expliquais, et c'est alors déjà nous l'ONG c'est de leur donner un maximum d'argent, mais aussi il faut leur donner un maximum de travail. Donc ces femmes-là, elles ont besoin d'avoir un volume de travail à faire, et c'est aussi pour ça que j'ai une double casquette B2B où je fais du sac publicitaire que je continue à en faire, et après des produits un peu plus travaillés comme les sacs à dos. C'est parce que aujourd'hui on a recruté beaucoup de femmes, quand ces femmes-là elles arrivent, elles savent rien faire comme j'expliquais. Du coup faire un sac à dos c'est juste impossible. Et de fait d'avoir encore beaucoup de commandes de tote bag, qui est un produit sur lequel on marge peu, sur lequel c'est un peu compliqué, c'est ultra concurrentiel, mais on continue à en faire parce que ça donne du travail à ces femmes-là qui vont être formées pour ensuite travailler sur des produits un peu plus à valeur ajoutée. C'est pour ça que chez nous, la notion de volume, c'est important que j'arrive à leur donner 1000, 5000, 10 000 tote bags à faire et pas juste 100, 200 bananes parce que on peut pas leur apprendre à se réinsérer sans leur donner du travail. Donc il y a ça, et après le volet accessible, parce qu'on a aussi une mission en France et c'était un peu mon point de départ pour faire de la mode éthique. Je l'ai toujours trouvé un peu cher, la mode éthique, et je me suis toujours demandé comment on pouvait essayer de rendre ça un peu plus abordable, parce que l'éthique, ça m'embêtait que ce soit que une simple frange de la population qui pouvait y avoir accès, et c'est comment mon produit qui est super bien fait, avec des belles matières et une belle production, je peux quand même le proposer à n'importe qui gagne le SMIC ou même moins, ou aussi beaucoup plus en France. Et donc on a une vraie politique, c'est pour ça que de bosser directement avec l'ONG, dans le textile, il y a quand même beaucoup d'intermédiaires, donc nous on est en direct, on négocie, on a beaucoup d'économie d'échelle, parce qu'avec le B2B on achète énormément de matières premières, donc ça nous sert pour le B2C. Toutes ces choses-là, et puis on accepte de moins marger par rapport à beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'on a aussi une notion de volume, parce qu'on veut compenser ça par du volume. On marge un peu moins, et du coup on arrive à avoir des produits qui sont entre 20 et 30% moins chers
à la consommation en France pour pouvoir permettre au plus grand nombre de se payer son produit éthique et bien fait. Mais avec des marges un peu inférieures du coup, est-ce qu'il pourrait se faire dans le secteur? Ouais, voilà. Après, je connais pas les marges de tout le monde, mais globalement, c'est sûr qu'il y a un moment, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si on fait moins cher, c'est aussi qu'on accepte de vendre moins cher. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on est peut-être moins intéressant pour des investisseurs et tout, et qu'on a dû toujours un peu plus prouver, même aux banques, etc. Parce que c'est vrai que le business plan, à la fin, il restait pas grand-chose, quoi. Alors, mais plus on aura du volume, plus on continuera. Aujourd'hui, on arrive à s'en sortir très bien parce que, en fait, quand on passe des caps de volume, les marges de négociation sur la logistique, sur l'import, sur les achats de machines, etc., ça nous permet de marger quand même correctement. Non, mais il y a un truc qui est génial aussi. Alors déjà, tu fais bouffer les gens en France, vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 15 en France, et après, on fait travailler à peu près 25 personnes parce qu'il y a la logistique, et on a un atelier d'impression. En France? En France, ouais. Ok. Oui, mais si la société s'arrête demain, tu auras permis à ces personnes de manger. C'est un peu une approche à l'ancienne. Bref, tu peux employer des gens, tu crées de l'emploi, ça c'est formidable, mais surtout, Inbag s'écroule demain, tu as construit une école en Inde pour 750 c'est ce que je dis aussi à tout le monde, c'est que quand on rentre chez Inbag, en général, on n'a pas trop de problème de motivation au travail. Il y a juste à regarder l'impact que ce qu'on fait, que ce soit le commercial, le logisticien, le stagiaire, etc. Ils ont juste à aller voir ce qui se passe à l'ONG et parler à la directrice pour se rendre compte qu'en fait, c'est incroyable. Quand on vend un produit, c'est tout de suite de l'argent qui est là-bas, c'est des repas, c'est des écoles, etc. Et du coup, c'est ce que je me dis, c'est que si demain ça s'arrête, au moins, tout ce qu'on a créé là-bas, l'ONG, elle pourra peut-être trouver un autre client parce qu'elle aura plein de machines, un vrai savoir-faire qu'on lui a donné. On n'est pas propriétaire de savoir-faire. Une école qui est là. Donc, si demain ça s'arrête, au pire, j'aurai laissé une belle trace là-bas. On aura laissé une belle trace là-bas. Tu le disais tout à l'heure, mais il vaut mieux, sur cette approche tarifaire, il vaut mieux du volume aussi, parce que il vaut mieux faire bosser 5 femmes que tu réintègres, en tout cas que tu sors des bidonvilles, plutôt qu'une qui va faire un sac que tu vas vendre très très cher, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça a été un gros problème pour nous parce que le recrutement, comme je te disais, tu as des processus qui mettent vachement longtemps. Une femme, quand elle vient, pendant 3-4 mois, elle travaille pas parce qu'on lui explique qu'elle peut travailler, parce que depuis toute petite, on leur dit qu'une femme, ça doit pas travailler, c'est un homme qui travaille, il faut qu'elle s'occupe des enfants, etc. Donc tu as 3-4 mois où on leur fait des cours, elles viennent parfois 1 heure par semaine, puis 2, puis 3, et elles se disent « Ah ok, c'est vrai qu'on peut travailler ». Après, on les met au travail. Et en fait, pendant 6 mois, elles font des tote bags. Et après, elles se mettent à faire enfin les produits qu'on vend sur inbag.fr. Donc, au moment où on leur parle pour la première fois et le moment où elles arrivent à produire ce produit-là, il se passe 1 an. Et pendant 1 an, nous, il faut qu'on les paye, il faut qu'on leur apprenne plein de choses. Et donc, c'est assez compliqué. Et quand moi, j'ai demandé à l'ONG, on a eu des pics de croissance, je dis, vas-y, recrute, il faut absolument, parce que nous, il y a une demande. Elle me dit, attention, par contre, si je recrute, c'est que tu es capable de les payer et leur donner du travail pendant au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que moi, il y a un seul truc que je veux pas que tu me fasses faire, c'est aller chercher une femme, lui dire que je peux t'émanciper, je te donne de l'espoir, et 6 mois après dire, en fait, on n'a plus de travail, retourne dans le bidonville. Ça, c'est pas possible. Du coup, moi, je veux bien embaucher les 20 femmes qui vont permettre de faire ton pic de croissance. Par contre, il faut que tu les payes pendant 2 ans. Et du coup, même nous, dans notre approche, on se dit, il faut faire un petit peu attention à pas faire n'importe quoi, parce que si on fait des bêtises, là-bas, ça a des répercussions hyper négatives. Du coup, il faut être sûr d'avoir du volume à leur donner, et c'est pour ça que les tote bags, etc., c'était hyper intéressant, parce que quand j'ai une commande de 20 000 tote bags, même si je ne marge pas, je sais que je donne du travail pour 9 ou 10 femmes pendant 6 mois en formation. Donc ça, c'est bon. Et après, elles pourront travailler sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est vrai que nous, cette notion-là, on l'a rentrée dès le début, et c'est pour ça qu'on a une croissance peut-être un peu plus lente. Parce que même si on a une grosse croissance l'année dernière, ça s'est travaillé sur pas mal d'années auparavant. C'est parce qu'en fait, il fallait faire hyper attention à ce qu'on faisait là-bas aussi. Le chiffre d'affaires en 2018, c'est dans les 400, entre 400 et 500. 2019, 2020, 2021, on est plus ou moins à 500, 600. Et d'un coup, tu fais... Donc 2021, tu fais 600. 2022, 2 millions 2. 2023, 8 millions. 2024, tu vises quoi? 15, 14, ouais, voilà. 10, nous, raisonnablement, 15 millions. L'année, elle est déjà passée de 3-4 mois, donc on est clairement sur ces bases-là, il n'y a pas trop de raisons qu'on ne les fasse pas. Après, on ne s'interdit pas d'aller un peu plus loin, ça va dépendre de certaines opportunités. Mais voilà, si on fait une année normale, c'est 15 millions, une mauvaise année, 13, et une année un peu exceptionnelle, un peu plus. Bon, donc de la croissance avec du sens et de l'éthique, ça existe. Aujourd'hui, tu produis en Inde. Il n'est pas impossible que tu rapatries la production? C'est vrai que ça m'a toujours titillé. J'aime beaucoup ce qu'on fait sur toutes les marques sur le Made in France. Ça a un vrai sens aussi de produire local et de réindustrialiser un peu en France. Du coup, moi, j'ai déjà ma logistique et on a des ateliers d'impression parce qu'on fait de la personnalisation, par exemple, pour les entreprises. Donc moi, j'ai acheté des machines et on fait bosser des travailleurs handicapés en périphérie de Paris pour imprimer nos tote bags, par exemple. Donc on a déjà un atelier qui existe. Et l'objectif plus tard, c'est on bosse avec notre logisticien là-dessus, qui est aujourd'hui notre imprimeur, et demain lui mettre en place des
des machines à broderie, puis des machines à couture pour aller faire des capsules sans enlever du travail à l'ONG, mais les deux seront compatibles pour avoir des capsules fabriquées en France et pour montrer aussi que le Made in France c'est possible. J'aurai le même objectif d'avoir des prix assez accessibles du coup avec la force que j'ai de pouvoir faire du volume en Inde et de pouvoir du coup aider ma production en France à être à un prix accessible. Et j'espère que dans pas trop longtemps, hein, mais dans voilà, 18 mois, 2 ans, je serai capable de sortir une banane et une veste made in France avec un prix raisonnable, avec des belles matières. Et un fait en impact France, social. quoi. Et un impact social aussi, du coup, Ok. qui sera en France. Tu vas m'expliquer dans un instant pourquoi tu es venu vers le B2C, mais juste là, ça fait donc à peu près 10 ans, un peu plus, Ouais, 2012 tout à fait. que tu as commencé, donc 11 ans. 12, pardon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on travaille avec l'Inde ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on travaille avec l'Inde ? Alors au tout départ, c'est quand même une culture qui ont tendance à dire oui à tout. Ils détestent dire non, ils détestent ne pas être capable de faire quelque chose. Là où c'est parfois intelligent de dire en fait non, j'en suis pas capable, non, je peux pas faire ça. Ben moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, en mode oui, je peux. Je leur ai fait trop confiance au départ sans forcément checker. Et du coup, je pense que j'ai perdu 1 ou 2 ans à toujours rattraper, à reformer, à refaire. Les 2 ans pour le produit parfait, quoi. Ouais, voilà, notamment, et même encore un peu après hein, sur des productions, voilà. Et du coup, voilà, c'est une culture qui aime pas dire non, parce que c'est des gens qui supportent pas, enfin en tout cas nous à l'ONG, dire non c'est une défaite. Du coup, c'est comme s'il y a une opportunité qui s'enlevait pour eux. Donc c'est leur apprendre à dire non un peu plus tôt et de leur faire comprendre aussi pourquoi un mauvais oui, ça peut avoir des très mauvaises conséquences et parfois il vaut mieux un bon non pour avancer. Donc c'est une des erreurs sur l'Inde que je soulignerais. Et qu'est-ce qu'il faut absolument faire ? Absolument faire. L'Inde, c'est un pays comme assez particulier. Hein. Quand on y voyage, soit on n'aime pas en général. Faut embrasser la culture au maximum. Les Indiens, c'est des gens entiers. Du coup, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu immatériel là-dedans dans la relation qu'on peut avoir avec eux. Ils nous apprécient énormément. Enfin, nous, en tout cas, à l'ONG, c'est ce qu'on ressentait. Les Européens, pour eux, on était des modèles, etc. Et c'est d'arriver à surtout pas avoir ce sentiment, parfois, qu'on peut avoir, nous, en tant qu'Européens, de supériorité. Et que si vous arrivez à leur faire comprendre qu'en fait... on n'est pas là juste pour les aider, mais par exemple, moi, un des trucs qui m'avait le plus marqué, et ces femmes-là, c'est pourquoi elles étaient plus fières, elles étaient trop fières de travailler pour nous, parce qu'on vendait des sacs à des Françaises, à des Français, elles disaient, mais c'est incroyable, etc. Et je leur ai dit, mais vous savez que moi, quand je vendais mes produits au départ, j'expliquais même pas que ça devenait une ONG, parce que je voulais absolument que nos produits soient achetés, pas parce que c'est des femmes qui le font, et que du coup, bon, ça fait un peu pitié, et qu'on va les acheter, mais parce que le travail, il est bien fait, et que ce produit se suffit à lui-même. Et après, j'expliquais le projet social. Et ces femmes, je leur ai dit, mais vous savez, on achète, enfin, les Françaises elles achètent ça parce que c'est hyper bien fait, parce que c'est beau, et pas parce que ça donne de l'argent à une association, etc. Et elles étaient d'autant plus fières par rapport à ça. Et l'ONG, ce qu'il m'avait dit, c'est que voilà, contrairement à beaucoup de gens avec qui j'ai pu bosser avant, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. On t'apporte beaucoup, tu nous apportes beaucoup. Et le fait d'avoir été mis un peu sur un même piédestal, moi je considère qu'Inback c'est eux aussi. Ça change beaucoup de choses parce que la perception qu'ils ont de leur travail et de nous est totalement différente. Et du coup, ça ouvre des portes qui parfois peuvent être fermées si on n'est pas de leur côté. Cool, merci. Ton explosion s'est faite principalement en B2C. Ouais. Tu as commencé en 2018 à tâtonner un peu sur le sujet. Raconte-moi l'aventure B2C et la migration de la boîte. L'aventure B2C, une fois que le B2B avait été un peu solide et que je pouvais avoir un petit peu de fonds pour pouvoir un peu plus m'amuser, entre guillemets, le B2C, ça m'a toujours intéressé parce que forcément, c'est un peu plus marrant, c'est plus visible, on crée un site internet, on crée des réseaux sociaux, etc. Donc ça m'a toujours intéressé. Au départ, j'ai commencé avec des petites trousses à messages parce que c'est le seul truc que je pouvais faire, qui a fonctionné un tout petit peu. C'est quoi une trousse à messages ? C'est par exemple une trousse avec une définition maman que j'avais créée pour la fête des mères et qui avait très bien marché, ça nous avait un peu lancé là-dessus. Ça demandait aucune DA, c'était juste le message qui était un peu marrant, donc j'ai fait avec les moyens du bord. On l'a vendu au début sur Etsy parce que ça permettait de faire des sites pas chers. Et en fait, le B2C, c'est intéressant parce qu'en termes de trésorerie, c'est quand même pas mal. Les entreprises, elles payent des acomptes, mais parfois, elles payent pas le solde ou pas tout de suite. Et du coup, on se retrouvait quand même pas mal avec de problèmes là-dessus. Alors que sur un site internet, quand on achète, l'argent, on l'a tout de suite. Et pour le Covid, ça n'a beaucoup aidé, par exemple. Du coup, tu l'as tout de suite, mais tu dois avoir le produit. Oui, alors qu'en B2B, tu prends la compte, tu vas produire. C'est sûr. Mais du coup, vu que j'avais un peu de fonds avec le B2B, ça me permettait de faire un peu de stock et après d'enclencher. T'as créé ton BFR avec le. Voilà. Et une fois que le cercle B2B. vertueux il est créé, c'est beaucoup plus simple, quoi. Okay. C'est le départ qui est assez compliqué. Et du coup, en 2018, j'ai décidé d'appeler Raphaël, avec qui j'avais bossé dans un coworking quelques années auparavant, en lui disant moi j'ai envie de faire du B2C, sauf que
moi je suis incapable, je suis un gars d'école de commerce, je sais pas dessiner, je sais pas ce qui est bien pour les autres, j'ai aucun goût, donc faut que tu me fasses des produits sympas, il y a cette ONG. Et du coup elle est venue, elle a créé des sacs, elle a dessiné des sacs, et on les a lancés d'abord avec Ulule, et après on les a définitivement lancés pendant le Covid, qui a été un vrai catalyseur pour nous. Parce que Covid, tout le B2B s'est arrêté, on n'était plus payé, on n'avait plus rien. Et du coup, on s'est dit merde, comment on fait? Parce qu'il faut donner de l'argent à l'ONG, parce que eux, c'est pareil, et il faut continuer à les payer. Donc j'avais fait un PGE pour ça, mais c'était pas suffisant. Et du coup, on a sorti tous les produits qui n'étaient pas encore totalement finis, à prix coûtant. On a dit, nous, on marche pas dessus, c'est juste pour envoyer l'ONG. Donc c'était des super sacs Kaba qui étaient à 30 € à l'époque, voilà. Et en fait, ça a très bien marché. On a fait des posts sur Instagram, on s'est fait pas mal suivre et on a dit voilà, nous l'ONG a besoin d'argent, nous on fait des sacs, là on les fait à prix coûtant, et puis c'est comme ça que la marque a fonctionné. Et lors des déconfinements, en fait, on pensait que les ventes allaient pas mal baisser parce que forcément on a réaugmenté nos prix de 30, 40, 50, on a fait x2 même, et finalement c'est continué. Et c'est comme ça que le B2C a démarré, parce que le Covid a catalysé un peu tout ça. Et on a démarré comme ça, du coup c'était 2020. Mais tu as lancé une campagne Ulule, et je voudrais revenir là-dessus. Ouais. T'avais déjà un peu... Enfin, t'avais du cash, parce que ça faisait 5-6 ans que tu faisais du B2B, enfin quelques années que tu faisais du B2B. Pourquoi lancer une campagne Ulule? Ulule, c'est une plateforme que je connaissais et c'est une plateforme qui rassemble des gens qui ont envie de consommer un peu éthique. Du coup, c'était une cible qui nous intéressait fortement. Donc, d'être sur Ulule, ça permettait de... c'est un vrai levier d'acquisition pour moi, de pouvoir toucher des personnes qui sont sensibles à nos types de produits. Donc, faire une campagne Ulule, et déjà même en termes d'organisation, ça permet de catalyser beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est un gros temps fort sur lequel on fait un peu de RP, il faut que les produits soient prêts, on fait une vidéo. Donc, en interne, c'est un vrai moment fort. Et après, nous, ça nous a permis de toucher beaucoup de gens qu'on n'aurait pas touché sinon. Et avec la légitimité d'Ulule, on a acheté nos produits parce que si c'est sur Ulule, c'est que c'est bien. Et nous, ça permet de faire de la précommande et ça nous a apporté beaucoup de clients au départ. Et comme tu avais déjà l'expérience depuis quelques années de la prod en B2B, il n'y a pas eu 3 ans d'attente. Non, pour le coup, c'était prêt assez facilement. Et les ateliers, on avait déjà un atelier dimensionné pour faire une marque qui ferait 1 million de CA, alors qu'on en faisait... 600, c'est ça, 500. Ouais, même un peu moins au tout 400, départ quand on a lancé Ulule. La campagne est encore dispo, vous pouvez la voir, vous tapez Ulule InBag et vous la trouverez. Je vois qu'il y a une campagne qui est à venir. Alors, tu en lances une? Non, je pense pas que tu la verras pour le coup, on l'a pas encore préparé, mais on hésite pour l'instant, lancer une sur les vestes. On aimerait sortir des vestes, comme je t'avais un peu expliqué, et justement, on pense passer par Ulule. Ils sont pas encore au courant, comme ça sera l'occasion de passer par leur plateforme pour justement démarrer et en faire un premier temps fort. Ok, alors, je sais pas, donc tu me dis la vérité. Je te crois sur parole. Il y a une fonctionnalité Ulule, je te la montre ici qui est pas mal, mais quand je suis sur la page de InBag, il y a les dernières collectes, il y a ta collecte de 2020, et ici tu vois InBag bientôt en ligne, nouvelle collecte, tu vois, et quand je clique dessus, c'est soyez les premiers à soutenir cette collecte. Donc je me demande si c'est pas une manière, on est totalement hors scope et hors sujet là, mais c'est intéressant, une manière pour Ulule de capter de l'email et te dire à toi créateur, il y a des gens qui t'attendent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a moyen, et puis on est sur leur marketplace, tu sais, ils ont une marketplace, voilà. bien ou bien, où ils revendent aussi nos produits, et du coup... il doit y avoir des liens avec ça. Mais tu vois, je savais même pas ça. Bah écoute, à creuser. Donc lancement 2020 avec Ulule pour aller toucher un nouveau bassin d'audience de gens qui sont en affinité avec ta marque et tes valeurs. Ouais. Et ça marche. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. Comme je l'ai dit, 2020, tu fais... 2021, vous faites 600. 2022, tu fais 2,2 millions. C'est une croissance assez rapide sur la partie B2C. Vous avez... ton produit, je vais te poser la question tout à l'heure, mais donc ton atelier est à New Delhi, là où est l'association, ssmi.in si vous voulez aller voir. Le produit vient d'où? Le tissu? Le tissu, on a mis longtemps à le trouver. C'est une entreprise qui est labellisée GOTS aussi et qui vient du sud de l'Inde, là où il y a 80% des entreprises qui fournissent le coton là-bas. Donc on a mis longtemps à la trouver et c'est notre seul fournisseur. Tous nos tissus viennent de là-bas et du coup c'est dans le sud de l'Inde. Et donc c'est eux qui ont trouvé les tissus et les manufactures, ou c'est toi qui t'es déplacé? Non, c'est nous. On a longtemps cherché, donc eux ils nous aidaient aussi. On en a testé plusieurs. Après on a appelé GOTS aussi pour qui nous conseillent sur des usines. Et ils nous ont donné l'adresse d'une qui était une petite. Et moi ça m'intéressait parce que je préfère être gros chez un petit que petit chez un gros.
avec qui du coup on a commencé à travailler. Pour le coup, lui, il suivait bien les labels GOTS, qui sont quand même assez contraignants pour de la fabrication de tissus. Donc ça va vraiment du champ de culture jusqu'à la livraison à l'ONG. Même l'ONG est labellisée GOTS aussi. Et du coup, voilà, c'est avec lui qu'on a commencé à travailler il y a... Ouais, ça fait bien 8 ans maintenant, pour la production de tous nos cotons, que ce soit B2B, B2C, parce que la difficulté, c'est que si on avait plusieurs fournisseurs, c'est plus dur de vérifier, de faire. Donc on travaille qu'avec un, donc on développe avec lui. Oui, et puis le maître de tissu supplémentaire te fait bénéficier des réductions que tu as déjà sur les premiers mètres ou les premiers kilomètres, centaines de kilomètres. Combien de mètres de tissu t'achètes chaque année? Franchement, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est au moins 500 km, quoi. Au moins 500 km de tissu en 2023, j'imagine. Ok. Qu'est-ce que tu fais des rebuts? Alors ça, c'est un vrai sujet pour nous. Donc il y a plusieurs types de rebuts. Il y a les rebuts, parfois nous, quand on va recevoir 1000 mètres de tissu, il y a 100 mètres où c'est les bords. Du coup, il y a des taches, il y a des couleurs qui sont moins bien ressorties, etc. Donc ça, c'est une partie. Et ça, là-dessus, nous, l'ONG, ils sont capables soit de faire des doublures, soit de faire des petits produits en passant entre les tâches. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a sorti des tout petits produits comme nous, Lily, qui est un mini portefeuille. En fait, ça correspond qu'à des rebuts, ce produit-là. Après, il y a des rebuts de découpe. Quand on fait un sac cabas, on va... Porte-monnaie, c'est ça? Ouais, porte-monnaie Lily. Je vois qu'il y a un pochon aussi, ok. Ah oui, Lily, ok. Ouais. Donc ça, c'est avec les rebuts. Ouais. Par exemple. Et après, il y a les rebuts de découpe qui sont les plus importants. Quand on fait un sac week-end, vous allez couper 1 mètre de tissu sur une largeur d'1,50 m et il va rester des bords, il va rester... voilà. Et par exemple, le produit Bill, qui est notre pochette de téléphone, correspond exactement au rebut du sac week-end Jean. Donc à chaque fois, nous, quand on fait un produit, on regarde ce qui peut se passer en termes de rebut et à voir si un produit peut être fait là-dessus. Et en général, c'est pour ça qu'on a sorti les porte-clés, c'est pour ça qu'il y a les Lily, c'est pour ça qu'il y a des petites trousses, c'est pour ça qu'il y a le Bill, qui correspondent souvent à des rebuts. Ok. Vous avez ça dans accessoires sur le site inbag.fr, hindbag.fr. Ok, intéressant. On t'a parlé du label GOTS. C'est pas une évidence pour tout le monde. C'est un standard global de textile organique, GOTS. Et pour avoir ce label, c'est assez, c'est pas facile à avoir. Non, c'est assez contraignant. C'est des audits, parce que, alors du coup, déjà, il y a le temps, parce que tout le monde, beaucoup demandent ce label. Donc, il y a 6 mois d'attente déjà pour pouvoir commencer à être audité. À être audité. Donc il y a des dossiers à remplir sur tous les fournisseurs, etc. Et après, ils viennent sur place, ils vérifient plein de normes. Alors elle est connue pour la norme environnementale, les tissus bio, etc. Mais elle a aussi plein de normes sociales. On ne peut pas payer n'importe comment ses salariés et être GOTS. Ils vérifient aussi tout ça. Donc c'est pour ça que c'est le label le plus complet au niveau du textile. Aujourd'hui, il y a moins d'1% du textile qui est bio, quoi. Du coup, GOTS vient dans les usines et après l'avantage de GOTS c'est que c'est toute la chaîne. Donc nous ils sont venus chez SSMI et par exemple ils nous disent si vous voulez acheter du tissu c'est forcément dans cette liste là que nous on a audité, vous n'avez pas le droit d'acheter ailleurs. Et chez le gars qui fait le tissu, ils vont lui dire pour vos fils vous êtes obligé d'aller chez ces filateurs là, vous n'avez pas le choix, c'est notre liste et si vous la respectez pas, et il y a des certificats de transaction. À chaque fois qu'il y a une transaction entre des fournisseurs GOTS, on doit pouvoir le prouver et nous on les a. Et du coup et le filateur il va avoir aussi une liste qui est par GOTS de tu dois aller dans cet agriculteur-là qui fait du champ de coton bio et pas d'autres. Et à chaque fois, pareil, des certificats de transaction. Et du coup, c'est un label qui arrive quand même à rester assez sérieux, parce que c'est compliqué en Inde et même dans d'autres pays, et qui promet en tout cas vérifie, et qui aujourd'hui est encore très fiable sur justement toute cette traçabilité du champ de coton jusqu'au vendeur en France, parce que même le vendeur en France, moi, mes bureaux à Paris, on devrait être labellisé GOTS pour vendre du GOTS. Donc voilà. Et vous l'êtes ? Alors aujourd'hui, nous, on ne l'est pas, l'usine y est, mais l'entreprise en France, on ne l'y est pas, parce que on considère que... Alors c'est un coût aussi, du coup, c'est pour ça qu'on ne vend pas des étiquettes coton. On n'a pas le droit de mettre l'étiquette GOTS et le logo GOTS sur nos produits, parce que l'entreprise française ne l'est pas. Il n'y a pas nos bureaux à Paris, tu vois. Mais sauf que nous, moi je considère que l'URSSAF fait bien son taf, qu'on est bien audité par l'URSSAF sur les salaires. Nous, nos salaires, ils peuvent être publics facilement, nos résultats aussi. Du coup, je considérais que c'était pas utile que l'entreprise InBag en France et les travailleurs en France soient audités par GOTS. Compris. Tu te dirigeais pas vers l'entrepreneuriat? Pas du tout. On est en 2012, tu fais ton projet de fin d'études, 2015 tu lances la boîte, en B2B, 2018 tu tâtonnes et puis en 2020 finalement tu lances en B2C. Aujourd'hui, tu as 400 points de vente en France, 200 à l'étranger, le e-com a explosé depuis 2 ans. Dresse-moi le panorama de ton mix distribution.
Ouais, bah alors c'est sur ça qu'on a basé quand même, je pense, notre croissance. J'évite de mettre tous mes œufs dans le même panier. Pour moi, plus on a de canaux d'acquisition, plus ce sera solide dans la durée. Alors, c'est pas le plus facile, mais c'est pour ça que depuis le début, on a une stratégie retail. Quand on a fait nos prix, on a pensé à la marge revendeur, ce que beaucoup d'entrepreneurs font pas quand ils démarrent déjà sur le web, c'est qu'ils oublient un petit peu ça et ils se retrouvent un peu bloqués. Nous, dès le départ, on a rentré les retailers. Donc, c'est vraiment deux jambes sur le B2C. On vend sur notre site e-commerce et on vend via les retailers. Ensuite, j'avais toujours, moi, l'activité B2B, où du coup, je vends en marque blanche, je fais du cadeau d'affaires, je fais du goodies. Donc voilà, c'est 3 moyens de vendre. Et après, même dans ces canaux-là, par exemple, pour le retail, on fait du démarchage nous-mêmes, on passe par des plateformes type Encore Store Offert, tu l'as expliqué, on fait des salons maison objet. Donc voilà, on n'a pas qu'un seul canal non plus. Et sur le e-commerce, c'est pareil. On travaille beaucoup le SEO, on travaille le SIA. On travaille beaucoup les réseaux sociaux et dans les réseaux sociaux on n'est pas juste Meta, on est aussi Pinterest, TikTok et AdWords. Du coup voilà, plus on en explore, alors parfois il y en a qu'on enlève parce qu'on se rend compte que ça fonctionne pas et que c'est énergivore, mais globalement plus on a de piliers et plus on est solide pour moi dans la durée, mais ça va plus lentement du coup. Oui, en même temps, tu es le seul maître à bord, tu essaies de construire quelque chose de solide, et puis tu as cette mission de permettre à des femmes de travailler, pas pour 6 mois, mais justement pour 2-3 ans, pour les nouvelles que tu recrutes. Je reviens sur le wholesale. J'ai dit 400 points de vente en France, 200 à l'étranger. Comment est-ce que tu les as trouvés? Donc tu me parlais de Maison et Objets. Tout à fait, Maison et Objets, c'est le salon incontournable pour la mode et l'accessoire en tout cas pour nous. Donc on le fait depuis le tout début, donc septembre et janvier. Donc c'est un de nos premiers fournisseurs de boutiques, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui c'est devenu un salon client où on rencontre nos clients de partout en France. Donc voilà, c'est pour nous c'est le premier. Après les réseaux sociaux on commence à se faire connaître. Tu l'as fait depuis quand? Le tout premier c'est 2018, même avec mes petites pochettes définition vraiment je le faisais. Ok. Donc tu as quand même sorti du budget pour aller au... Ça se négocie au tout départ quand on est tout premier, tout start-up, on pleure un petit peu, on est un peu au fond, mais on arrive à, pour 2000 € à avoir un petit stand et à faire quelque chose, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu y vas toujours? J'y vais toujours. Ok. Et c'est comme ça que tu as pu... Alors tu es distribué chez Nature et Découverte, Monoprix, Galerie Lafayette, Altermundi. Ouais. Tu les as tous trouvés via Maison et Objets? En partie Altermundi par exemple, Nature Découverte oui, et après forcément c'est un cercle vertueux qui se met en place, plus on est visible, plus les gens, aujourd'hui c'est plus moi qui démarche, c'est nous qui sommes recherchés et on nous contacte beaucoup sur Instagram, notamment des concept stores en province ou à l'étranger qui ont vu notre marque et qui la veulent dans leur boutique parce qu'elles ont vu que ça marchait et qu'on avait un gros stand à Maison Objet. Donc aujourd'hui on est plus dans cette position là, alors qu'avant c'est nous qui allions chercher le prospect et après voilà des collabs comme des discussions avec Monoprix ou Galerie ou le Printemps, ça se fait sur la durée, donc c'est des rencontres au salon, c'est aussi nous qui proactivement essayons de les démarcher en leur proposant des produits, en leur envoyant des échantillons, donc il y a un mélange un peu des deux, mais voilà, il y en a ces salons et d'autres c'est plus un démarchage personnel. Ok, intéressant. Et il y a quelqu'un qui est en charge de ça dans ton équipe? Oui, on a 2 personnes qui s'occupent vraiment que du retail, en acquisition et en fidélisation, parce que c'est aussi, il faut s'en occuper. Du coup, aujourd'hui, il y a 2 personnes un peu à plein temps qui sont. Mais avant, c'était moi. Ok. Et passer de B2B et quelques centaines de milliers d'euros, à ce que tu as fait aujourd'hui, avec 400 points de vente en France, 200 à l'étranger, ça s'improvise pas en termes de prod, en termes de stock, en termes de réappro, tu vois Non, je suis d'accord, mais c'est encore une fois, ça c'est le gros avantage d'avoir développé une partie B2B où moi j'avais habitué mon atelier à faire, nous on avait des commandes de 20 000 sacs, des tote bags, 10 000 trousses, etc. Du coup, moi l'atelier était déjà dimensionné pour avoir des productions assez costauds sur le B2C. Notre difficulté, ça a été la formation des femmes. Parce que faire un tote bag, c'est pas pareil que faire une banane ou un sac à dos. Donc c'est là où on a mis un peu de temps et où du coup on a eu beaucoup de problèmes de stock en 2023 parce que en fait les femmes, pour les former il fallait 2-3 mois pour les faire passer d'un tote bag à des sacs et du coup on a eu un peu de problèmes là-dessus, mais globalement surtout quand tu fais un x4 en plus en CA sur l'année. Ouais, voilà, du coup c'est pour ça qu'on a fait on aurait dû faire une année meilleure. On a clairement perdu 1 million, 1,5 million de CA sur les boutiques parce que dès juin on a eu des ruptures de stock qui n'ont jamais cessé. Surtout Noël. Et même à la fin de Noël, j'avais baissé tous mes canaux d'acquisition le 10 décembre, qui sont les pics, parce que en fait, fallait livrer avant Noël et qu'on pouvait plus au bout d'un moment. Ok, intéressant. L'étranger, tu l'as abordé. Donc tu vas en Allemagne et aux États-Unis, ça représente quoi en chiffre d'affaires?
Alors, le chiffre d'affaires, c'est pas énorme parce que c'est une soixantaine de boutiques. Donc, je dirais que sur du retail, il y a à peu près une centaine de milliers d'euros sur chacun des deux pays qui sont là-bas. Ok. Pas plus. Que tu as réussi à lancer grâce à Encore Store et Faire. Ouais, notamment ça, c'est deux plateformes qui sont apparues il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont fait des grosses offres au départ, qui ont été très visibles parce qu'ils ont mis énormément de budget marketing pour être visibles notamment sur les boutiques. Et c'est vrai que Faire, notamment à l'étranger, qui est en gros l'américain, Encore Store l'européen, Faire nous a apporté 90% des boutiques qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Et Encore Store a aidé à vraiment accélérer notre processus de recrutement sur la boutique en France et un peu en Europe. Et c'est ce qui explique qu'on est passé de moins de 100 boutiques à 600-700 en 18 mois, 20 mois. Tu as un apprentissage à nous partager sur Encore Store, ton utilisation d'Encore Store? On en parlait encore tout à l'heure, on enregistre juste après On lâche rien, animé par Stéphanie Delestre. Super podcast que je vous recommande. Et on croisait Pimpan, on croisait Liv, Ouais. et avec Liv on parlait justement, Liv c'est des produits au konjac, C'est ça. passé donc qui va être mon associé aussi, on se posait la question, on Hésiter à échangeait aller sur sur hésiter à Encore Encore Store, Store, ouais. Nous, c'est pareil, on a eu cette même hésitation. Hein. Après, au départ, ils ont fait des offres qui étaient irréfutables, je sais pas. Refusable. Irréfusable, ouais. Et du coup, en fait, on gagnait plus d'argent à vendre via Encore Store qu'à vendre en direct. Donc forcément, avec des conditions comme ça, on s'est dit, bon, on teste. Et après, par contre, dès le début, j'ai senti quand même que c'était pas normal de faire des offres comme ça et qu'il y a un moment, il fallait qu'ils gagnent de l'argent et que forcément, ça allait retomber sur soit les clients finaux, soit nous, les fournisseurs. Et du coup, pendant 1 an, on a utilisé la plateforme et c'était top parce qu'ils mettaient énormément de budget marketing. Ils nous ont même payé notre salon Maison Objet à moitié, etc. Donc ça a été un vrai partenaire. Mais par contre, on a toujours eu cette volonté de développer, nous, nos propres moyens pour gérer les boutiques parce que on savait que la commission à 2% allait pas durer très longtemps et que en effet, maintenant, c'est plutôt 25% et que c'est plus tenable. Du coup, un conseil, quand les offres sont très très belles comme ça, faut pas hésiter à en profiter, mais faut aussi préparer l'après parce qu'une fois qu'on est dépendant, on peut le regretter. Encore Store a levé près de 350 millions, si je dis pas de bêtises en tout. Ouais. Forcément, il y a du dumping sur les produits et les marques qui peuvent pousser, qui veulent pousser. Voilà. Mais en tout cas, hyper intéressant, c'est ce qui t'a permis d'aller ouvrir des boutiques à l'étranger, des points de vente à l'étranger. Je les remercie beaucoup, on a beaucoup bossé ensemble et on continue de bosser avec eux d'une autre forme un petit peu, plus en plateforme d'acquisition aujourd'hui. Mais clairement, ça nous a ouvert de nombreuses portes sur les boutiques. Ok. Des boutiques, des points de vente du wholesale qui ne vous appartient pas, mais vous avez aussi des boutiques en propre. Enfin, des boutiques, je parle au pluriel, mais il y en a une bientôt. ouverte et 3 à venir. C'est ça. Il y en a une qui est à côté de Notre-Dame de Lorette à Paris. Ouais, c'est ça, c'est tout récent. Ça, c'est le projet fin 2023. On a eu une opportunité de récupérer un local qu'on aimait bien, qu'on trouvait bien placé. On s'est dit, c'était le moment. J'ai toujours voulu ouvrir nos propres boutiques parce que je crois très fort au retail, donc via les wholesalers, mais du coup via nous aussi en marque propre. Donc on l'a ouvert fin novembre avec de très bons résultats au départ, donc c'est quelque chose qui nous conforte dans l'idée que en fait c'est une bonne idée d'avoir sa propre boutique si on arrive à bien maîtriser les coûts, pardon. Et du coup, on s'est mis à la recherche de nouveaux points de vente dans les villes. On est assez performant dans les villes moyennes, grandes villes de province. On n'est pas une marque forcément très parisienne, même si forcément c'est important pour nous. Mais voilà, des villes comme Dijon, comme Strasbourg, comme Nantes, etc., c'est des villes qui nous intéressent. Et du coup, on va ouvrir à Nantes, on va ouvrir à Bordeaux, on va ouvrir dans la région parisienne aussi. Et on espère... je n'ai pas envie de dire de chiffres parce que je ne me donne pas trop de limites. Ouvrir encore des boutiques cette année et l'année prochaine pour avoir un maillage complet de la France avec nos boutiques in-buy. Ta boutique parisienne, elle a moins d'1 an du coup, hein, c'est ça? Enfin, tu parles de fin 2023. C'est ça, on a ouvert le 20 novembre. Donc encore un peu tôt pour avoir du recul par rapport à... Oui, mais oui, un peu tôt. Après, on a passé une période de Noël qui a été plutôt satisfaisante. Tu l'as ouverte, pardon, le 20 novembre? Ouais. Oui, d'accord. Donc tout juste. Tout juste, ouais, ça a été très très galère de récupérer le bail et finalement, enfin voilà, ça a été un chemin de croix un petit peu. On voulait ouvrir avant mais on n'a pas pu. Il y avait énormément de travaux à faire parce que c'était un cabinet d'esthétique avant. Et du coup on a ouvert voilà, on avait tablé sur des résultats, on est largement dans nos clous. Après bon, c'est facile de faire des bons chiffres en décembre, mais là sur janvier, février, mars, alors qu'il a plu, alors que ça n'a pas toujours été simple pour nous parce qu'on a dû faire des travaux, etc. Le BP il est complètement ok, même avec ces 3 mois qui sont pour moi les pires au niveau du retail avec août pour nous. Ok, bon, c'est bon à savoir. Et donc 3 autres à venir et peut-être plus en 2024-25, enfin en 2025. Aujourd'hui, c'est principalement des accessoires. Ouais.
mais tu vas lancer le prêt-à-porter. Bah, ça fait longtemps qu'on y pense, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais on veut pas faire les choses à moitié, on veut faire les choses bien, donc ça fait 2 ans exactement. On a déjà sorti des vestes, vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux, de temps en temps elles sortent sur des shootings ou autres, mais elles sont pas encore vendables. Ça fait 2 ans qu'on travaille à trouver un tissu qui nous permettra de faire une veste de travail hyper quali, qui va durer dans le temps, parce que nous, si on veut faire des produits qui durent, sinon ça n'a pas de sens. Donc on essaye de sortir ça, c'était prévu pour ce printemps-là, mais malheureusement on va sûrement pas pouvoir. Donc on espère sur l'automne prochain pouvoir sortir ces vestes-là. L'automne prochain, c'est automne 2024. Septembre, octobre. Ouais, okay. Ouais, ça va être trop tard là pour avril, on verra. Hein. On attend les derniers tests laboratoires qui devraient être confirmés dans une semaine ou deux, donc c'est vraiment tout de suite là. Et une fois qu'on a le tissu, on a le bon tissu, pour le coup, on est prêt au niveau prod pour aller très vite. Tous les modèles sont faits. Et on sortira, peut-être via Ulule, en précommande et en stock très rapidement des vestes. Ok, c'est un autre enjeu. J'imagine que les retours sur les sacs, il n'y en a pas beaucoup. Sur le textile, c'est marrant, j'ai enregistré hier avec Freeman T. Porter qui fait du denim depuis longtemps, marque de mode, et Prêt-à-P. Et on parlait du sujet, alors pas chez eux en particulier, mais sur l'industrie où tu as des 20, 25, 30% de taux de retour. Ouais, c'est... sur un sac, tu dois pas avoir ça. Non, c'est énorme. Et nous, en plus, on est particulièrement bon sur ça parce que sur l'accessoire, je crois que le taux, c'est plutôt 5-7%. Et nous, on est à moins de 2%. Parce qu'on a mis aussi beaucoup sur le contrôle qualité et qu'aujourd'hui, on arrive à ces résultats-là. Après, je sais très bien qu'en sortant des vestes, avec les problématiques de taille, et que c'est des produits plus complexes, moi je table sur du 15-25% et ça serait déjà des bons taux de retour, quoi. Donc c'est sûr que la logique elle n'est pas tout à fait la même dans le calcul de coûts, dans le calcul de la logistique, de la résolution du SAV, qui en aura forcément beaucoup plus. C'est pas la même approche, mais voilà, ça va nous mettre un peu ça va nous mettre un challenge et on veut savoir et on veut comprendre comment on peut être capable de créer du coup un produit qui sort de notre ligne et savoir si notre marque est assez puissante pour pouvoir faire ça et de comment on arrivera à faire ça. L'un des enjeux, c'est aussi de trouver les bons tissus parce qu'une veste, un pull, j'en sais rien ce que tu vas faire, mais c'est pas la même chose qu'un sac. Non. C'est un enjeu. Et donc ils seront GOTS encore ? Oui, ça c'est sûr. Non, mais clairement, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps. C'est parce que les tissus sont beaucoup plus complexes. Ça nécessite un sac, il est beaucoup moins lavé que des tissus qui sont pour du vêtement. Donc, c'est pas les mêmes normes et on n'a pas besoin d'avoir le même taux d'exigence. Du coup, c'est là où on fait face à pas mal de difficultés. C'est d'arriver à avoir un coton qui soit le plus naturel possible, qui respecte la label GOTS, mais aussi qui tienne vachement aux UV, par exemple. Et alors ça, c'est des processus qui sont souvent chimiques et du coup... c'est pas compatible avec GOTS, donc il faut trouver des justes milieux entre garder le coton le plus naturel possible et arriver à mettre un peu de chimie là-dedans, parce que si on veut qu'il soit déperlant et qu'il résiste aux UV, on n'a pas trop le choix. Donc pour rester sur la label GOTS, franchement, c'est assez galère d'arriver à trouver ce juste milieu. Et l'idéal, ce serait de mettre du polyester là-dedans, c'est ce qui fait que ça tiendra dans la durée, mais ce sera pas on n'a GOTS. pas envie, quoi. Non, mais après, non, ça peut pas être GOTS parce que de toute façon, il faut un minimum de fibres de coton. Mais par contre, tu peux trouver quand même du polyester recyclé. Après, je sais pas si ça a vraiment un sens pour nous de faire ça et on verra. Mais du coup, dans l'idée, nous, on veut vraiment rester sur la fibre naturelle du coton bio et pouvoir faire une veste qui tient dans le temps au lavage et aux UV pour que dans 30 ans, on puisse encore porter cette veste-là. Et ça, c'est pas simple. Les UV, alors je me suis jamais posé la question, mais les UV, ça a un impact sur le vêtement. Ouais, on a découvert ça avec les accessoires, parce que nous, la banane, elle est portée, par exemple, en frontal, elle est tout le temps dehors, et les gens les portent tout le temps, et souvent en vacances, et on va souvent en vacances dans des zones où il y a pas mal de soleil, et du coup, le soleil à Dubaï, c'est pas le même qu'en France, et les tissus résistent pas pareil, et en fait, on s'est rendu compte que les couleurs, certaines au moins, il y a un fort impact avec le soleil et même la lune. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, parce que c'est sûr qu'on n'a pas envie que la banane, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, elle ait plus du tout la même couleur et elle soit moins portable. Donc, on travaille et avec le label GOTS pour trouver des processus chimiques compatibles qui puissent permettre une résistance aux UV plus importante. Mais ça prend du temps. Alors, on enregistre le 3 avril, mais l'épisode sort dans un mois, donc on sera début mai. Okay. À ce moment-là, sera sortie la nouvelle collection, la collection Holi. Tout à fait. Holi, H-O-L-I, c'est une fête indienne que vous devez connaître, chers auditrices, chers auditeurs. On se balance des sacs de couleurs qui explosent avec une poudre colorée. C'est vrai que sur votre site, pour l'instant, on est plus dans des pastels un peu sobres. Voilà. Là, on va être sur des trucs hyper colorés. Tout à fait. Ça va se voir et on en parlera tout à l'heure en plus dans une campagne métro qui va pas tarder. Un denim bleu un peu lavé
à l'achat, mais qui perd un peu de sa couleur, c'est pas grave. Là, un rouge pétant, c'est un enjeu. Ouais, clairement. C'est pour ça que cette collection-là qui sort, c'est la première avec le nouveau traitement UV qu'on a pu trouver et valider avec GOTS, qui doit permettre justement, c'est par grade. Et aujourd'hui, dans le textile, un grade 4 ou 5, c'est censé être suffisant en France. Mais nous, le brief, on a dit au labo, voilà, nous, on veut que ça résiste même dans le désert du Sahara, et du coup, plutôt du grade 6 ou 7, quoi. Du coup, on a fait des tests là-dessus. Et du coup, normalement, ces couleurs-là qui sont beaucoup plus pétantes, et justement, qui sont plus fragiles et qui seront moins portées si elles sont moins pétantes, parce que les gens les achètent pour ça, celle-ci devrait résister plus longtemps, quoi. Après, l'impact zéro, il n'existe pas, et forcément, il y a du patinage, il y a du vécu, mais il n'y aura pas ce qui se passait avant sans processus sur des couleurs comme ça, qui finissaient par pas mal passer. Là, normalement, on tient quelque chose sur lequel ça va durer, quoi. Tu dis le labo? Ouais, parce que nous, on travaille avec un labo en Inde et en France, sur lequel on leur envoie toujours plein de tissus, des vestes, des sacs, etc. Et eux les passent en machine, les passent à des lumières pulsées pour simuler les UV dans le temps, pour qu'on puisse avoir des retours sur la qualité des tissus et comment on peut toujours les faire évoluer. Parce que ce qu'on sait pas, c'est que on a sorti des tissus il y a 4 ans, les prix n'ont pas forcément beaucoup évolué, mais nous, on a énormément fait évoluer nos tissus en termes de grammage, en termes de tissage, en termes justement de déperlant, de résistance aux UV. Et ça, c'est un travail qu'on fait en continu parce que on n'a pas sorti un produit parfait il y a 4-5 ans. L'objectif, c'est d'y arriver. Même aujourd'hui, ils ne sont pas encore parfaits. Mais globalement, notre promesse, c'est que le produit puisse durer dans le temps. Et ça, c'est un travail de chaque instant parce que les technologies, elles évoluent. Même le temps, il évolue. Le soleil est beaucoup plus fort maintenant qu'il y a 15 ans. Donc, il y avait beaucoup moins ce problème d'UV. Donc, nous, on travaille tout le temps sur ça. Et aujourd'hui, on sort, par exemple, tout ça en gamme UV, mais les prix resteront les mêmes, quoi. Alors que ça, c'est des choses qui ont un coût, par exemple. Ok, je comprends. Intéressant. L'une des promesses que je faisais en intro de cet épisode, c'était de raconter ton incroyable accélération en B2C, où tu es passé sur le B2C du coup de 1 à 6 millions dans l'espace en une année entre 2022 et 2023. En 2022 tu faisais donc un peu plus de 2 millions tout compris et moitié B2C moitié B2B. En 2023 tu fais un peu plus de 8 millions, c'est ça? Je dis une bêtise, ouais, c'est 6 ça. 6 et 2 en gros. Ouais, et en gros 6 B2C, 2 B2B. Donc tu es passé de 1 à 6 en l'espace d'un an en B2C. J'imagine que ta réponse n'est pas... Il y a un levier qui a permis ça. J'aimerais bien savoir quels sont les différents leviers, quelles sont les différentes actions que tu as mises en place pour arriver à cette croissance. Mais juste avant ça, alors tu as répondu en partie depuis tout à l'heure, mais comment toi tu as vécu cette accélération? Tu avais une petite boîte qui était très cool, qui était très bien. Genre, là d'un coup, en anglais on appelle ça le hockey stick. C'est la courbe comment on appelle ça? C'est une batte de hockey? Une canne de hockey, ouais. Ça devient un peu exponentiel. Ouais, c'est ça, ouais. Plutôt bien parce que c'est quelque chose qu'on attendait, qu'on voulait provoquer. Et puis, nous, quand il y a des choses qui changent comme ça, l'ONG, elle change aussi de dimension. Donc, en fait, c'est d'abord hyper positif parce qu'on y était préparé. Comme je te disais, les ateliers étaient prêts pour avoir une grosse augmentation. Alors, pas autant que ce qu'on avait. Mais du coup, j'avais pas trop de soucis sur sa capacité à répondre à la demande et qu'on le fasse plutôt bien. Mon souci, c'était plutôt en France. Comment t'organises les équipes. Le recrutement, je trouve que c'est une vraie galère en tout cas. Et de pouvoir nous se structurer pour répondre au SAV, pour répondre aux sollicitations et pour pouvoir on gère pas pareil 1 million de CA ou 10 millions et du coup ça a été de se structurer assez rapidement entre mai et septembre où, du coup on a pas mal recruté, on était 4, 5, maintenant on est 15 pour pouvoir supporter ça. Donc c'était pas au niveau de la production, etc. Où du coup, moi, je voyais plutôt les bienfaits que ça faisait à l'ONG. Et du coup, c'était incroyable parce qu'il y a eu un projet d'école qui est sorti, il y a 50 femmes qui ont pu être recrutées en quelques semaines. Enfin, là, l'impact, il a été énorme. Et finalement, on avait les moyens de nos ambitions. Ça a plus été en France, à nous, comment on digère ça et comment on n'est pas impressionné non plus par ça. Il faut le prendre un peu avec philosophie et comment expliquer aux équipes que c'est normal et que c'est pas exceptionnel entre guillemets, c'est juste le travail qui paye et que du coup là on fait 5 millions mais demain on va faire 10 donc on se contente pas de 5, faut déjà avoir 10 et puis en continuant comme ça. Mais ça j'ai réussi à le faire parce que on a réussi à constituer un vrai noyau dur, on est très peu. Je pense qu'on doit être une boîte quand même par rapport à beaucoup d'autres où le CA par CDI il est très important. On n'est que 9 CDI pour 8 millions de CA et en général c'est pas ces chiffres là.
En général, les gens sont plutôt une quinzaine, vingtaine sur ça. Du coup, Ça veut dire quoi, on dit 500K par CDI? ouais, bah en général, dans les boîtes avec qui j'ai pu voir, hein, j'ai discuté avec pas mal, où dans nos niveaux de CA, les gens sont plutôt entre 20 et 35 personnes. En CDI, du coup, je compte pas stagiaires, tout ça. Nous, on est 9 CDI et avec 4-5 stagiaires et alternants qui tournent un petit peu. Et en fait, c'est très peu. Mais par contre, du coup, c'est des gens qui sont ultra motivés, que je trouve ultra compétents et qui, du coup, sont capables d'en faire plus. Et on garde une certaine efficacité à 6. Et dans les évolutions de CA comme ça, de pouvoir compter sur un noyau dur de 3-4 personnes comme ça, et puis après 2-3 qui viennent s'agréger. Et après, voilà, les stagiaires et les alternants qui arrivent à faire corps avec ça, on arrive à faire pas mal de choses. Ça met quand même tes ops sous tension. Tu m'as parlé tout à l'heure des stocks. Vous avez été en rupture à plusieurs reprises. Ouais. Il y a d'autres endroits où la tension s'est fait ressentir? Sur du SAV, parfois. Parce qu'en général, quand il y a des problèmes de stock, vite après, il y a du SAV. Parce que les gens n'ont pas reçu leurs produits ou les gens le voulaient, l'ont pas eu. Et ça, gérer le SAV, c'est assez compliqué parce que y a de tout dans le SAV. Il y a ceux qui vont dire que c'est super et que tant pis, c'est pas grave. Et il y a ceux qui ont moins de pincettes. Et c'est vrai qu'émotionnellement, gérer tout ça, ça peut être compliqué. Voilà, moi, j'arrive à prendre du recul parce que c'est plus simple. Ça fait 10 ans que je suis un petit peu dedans et que j'en prends. Et c'est beaucoup moins simple pour quelqu'un qui vient d'arriver. Ça fait 1 an et ça fait beaucoup de messages à répondre, beaucoup de questions. On a envie d'être présent pour tout le monde et on n'est pas capable forcément de le faire. Et ça peut vite partir en quelque chose d'incontrôlable. Et du coup, ça a été de trouver les outils. Il y a des outils qui existent pour ça. Nous, on utilise Gorgias, par exemple, qui nous a bien aidé pour... parce que, absorber, voilà, gérer, on travaille sur TikTok, Pinterest, etc. Mais du coup, on reçoit des messages de partout. Du coup, c'est compliqué à chaque fois d'être présent partout. Donc, ça nous a aidé à bien canaliser tout ça. Et aujourd'hui, voilà, le SAV, ça a été un vrai sujet. Et surtout que je me refuse pour l'instant à l'externaliser parce que je veux pouvoir donner des réponses avec des vraies personnes qui sont dans l'entreprise et qui puissent avoir la main surtout aux gens. On l'externalisera le jour où vraiment on pourra plus, mais globalement, si on a besoin d'externaliser, c'est qu'on aura fait des erreurs trop importantes au niveau du stock et tout, et que normalement le SAV, ça doit rester assez peu, quoi. Bon, maintenant ça c'est l'impact. Je t'ai demandé avant le ressenti, et maintenant je voudrais connaître la méthode. Alors je vais vous décevoir, hein, parce que la méthode, y a pas de formule magique, hein. Mais voilà, moi, et c'est grâce à l'ONG, et c'est grâce à la manière dont on a construit la société, mais le fait d'être multicanal et de se dire, ok, il y en a un qui marche, mais c'est pas parce qu'il marche qu'il va marcher tout le temps, et du coup, toujours se trouver un peu une soupape. Nous, aujourd'hui, 2023, ce qui a fait qu'on a un peu explosé, c'est que tous les canaux se sont mis à marcher un peu en même temps. Et en fait, les canaux, ils se parlent aussi entre eux, quoi. Nous, d'avoir énormément développé le retail, d'avoir mis un gros coup d'accélérateur dessus, ça a donné une vraie légitimité à la marque, parce que les gens, quand ils vont dans la rue, ils voient une banane en boutique, ils disent « Ah, ça fait sérieux, elle est là, elle existe », et du coup, c'est beaucoup plus simple de l'acheter sur le web après. Et à l'inverse, le web a donné aussi énormément de visibilité à la marque via les réseaux sociaux. On a pu la rendre cool, marrante, amusante. Et du coup, ça a vachement aidé même les boutiques à pouvoir vendre leurs produits parce qu'ils l'ont vu traîner sur Internet, etc. Donc, c'est des vases communicantes et les deux ont explosé à un moment. Et pour moi, c'est pas un hasard. Après, c'est pareil. Hein, on a bossé exactement en même temps et ça correspond à nos courbes de croissance. On nous a toujours dit il faut se concentrer sur l'un ou l'autre. On a fait du SEO et du SIA dans la même proportion. On a vachement bossé les deux. Et aujourd'hui, quand on tape notre nom, on apparaît soit devant en SIA, soit devant en SEO. Et du coup, forcément, ça aide beaucoup. Et du coup, on a choisi de ne pas faire le choix entre tous ces canaux-là. C'est sûr que ça demande un peu d'orga et de... Voilà, mais sincèrement, c'est un des conseils que je donnerais. C'est ce qui nous a vachement porté. C'est qu'on a 4-5 piliers qui aujourd'hui nous portent. Et quand ça fonctionne en même temps, ça crée un cercle vertueux qui nous porte assez haut. C'est assez hallucinant, hein, cette efficacité SEO. Effectivement, dans Google, sac banane, numéro 1. Alors qu'il doit y en avoir. Hein. Ouais. Tu me parlais aussi des créas. Oui, tout à fait. Ça, c'est hyper important. Alors, plus dans la partie... Dans les raisons, pardon, excusez-moi. Ouais, non, mais oui, dans les raisons, je suis d'accord. Il y a du coup être multicanal, mais bon, après, être multicanal, ça suffit pas. Il faut bien les travailler. Et par exemple, ce qui fait qu'on a un peu explosé en SIA, donc on vend quand même beaucoup sur notre e-shop, et on a vendu pas mal via Meta, Instagram, TikTok, AdWords. 20% c'est de la technique et 80% c'est la créa.
Et pour le coup, des créas qui montrent bien le produit, où on fait beaucoup de vidéos, donc c'est un peu exigeant en termes de matériel, en termes de temps, etc. Donc moi, un de mes postes de recrutement, avant de recruter même des sales ou autres, j'ai plus recruté des gens pour de la production, pour qu'ils tournent des vidéos en masse, parce que du coup, si je veux faire plein de tests sur Facebook, je sais pas, on démarre, on a 90 campagnes. Donc 90 campagnes, il faut 90 contenus différents pour les tester. Et du coup, on fait énormément de test and learn. Et pour ça, il faut de la production. Et parfois, on va passer une demi-journée sur une vidéo qui finalement va tourner 2 jours en dépensant 3 euros qui servira à rien. Mais bon, c'est le jeu. À côté de ça, il y en a plein d'autres qui vont fonctionner. Du coup, nous, on a vachement accéléré en 2023 et encore aujourd'hui. On a recruté encore une personne sur ça pour produire nos propres contenus, donc être maître aussi de ce qu'on fait, on ne l'externalise pas. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée une communauté, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des techniques qui font que nos pubs marchent peut-être mieux que d'autres. Mais donc, tu as une personne en interne sur la partie contenu, vous générez des contenus qui vont se diffuser dans des campagnes méta, mais aussi en organique social sur Insta et sur TikTok. Et ça fait partie des leviers, en tout cas, qui ont participé à cette explosion. Qui ont même grandement participé. Ouais. Ce que tu dis est quand même hyper intéressant, hein, mais l'explosion retail, t'es visuellement présent et donc quelqu'un croise une banane ou un sac in bag dans la rue, la voit en boutique ou chez un revendeur et se dit bon, la marque existe, elle existe, elle est légitime. C'est concret quoi, c'est pas un truc qui vient quoi. de je sais pas où je vais me faire livrer ou peut-être pas en fait, et qui sera parti dans 6 mois en fait, donc, ok, hyper intéressant. J'aimerais parler un peu de market et d'activation. T'as les leviers classiques, Meta, AdWords, tu m'as parlé de SEO, mais tu fais aussi pas mal de TikTok. Ouais, c'est une plateforme, alors on est une marque où on essaye de... Vas-y, en organique et en paid. Oui, clairement. TikTok, on s'y est lancé il n'y a pas très longtemps. La première raison, c'est que nous, on a quand même des produits qui parlent pas mal aux 15-25 ans, même si on essaie de parler à tout le monde. Donc, c'était assez logique qu'on aille sur cette plateforme. Et en fait, c'est une plateforme qui est assez exigeante au niveau du contenu, parce que c'est que de la vidéo, pratiquement, ou du motion. Il faut en faire en quantité, parce qu'il y a des tendances qui arrivent, qui vont durer 2 mois, et si on met 2 mois à y aller dessus, on sera hors tendance. Du coup, ça demande une réactivité, donc c'est un super exercice pour nous. Ce qui marche sur TikTok marche sur Instagram, mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. Du coup, c'est une plateforme assez exigeante, mais pour le coup, on a eu des résultats assez rapides. Le coût d'acquisition est moins élevé que sur Meta ou AdWords, étant une plateforme assez jeune. Il n'y a pas énormément d'annonceurs encore, donc il y a des vraies places à prendre. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller et qu'on a vu qu'on avait une majeure créative et qu'on a mis des moyens là-dessus. On a pu y aller. Parce que si on y va en se disant qu'on va pouvoir faire un contenu par semaine ou un contenu par mois, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir en poster beaucoup plus souvent. Donc c'est pour ça qu'on y allait, parce qu'on avait aussi les moyens de pouvoir y aller. Et donc c'est des collaboratrices qui postent ? Ok, on te voit souvent sur les vidéos. C'est vrai. Tu danses très bien. Avec Julien. Voilà, c'est l'inconvénient de TikTok. Pour le coup, il faut donner un peu de sa personne. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que les contenus sont vraiment. Donc tu respectes bien ce qu'on dit sur le panier, donc c'est super. Mais tes contenus ne sont pas les mêmes sur Insta et sur TikTok. T'as adapté les codes. On parle pas aux mêmes gens, donc c'est quand même important de pouvoir personnaliser un petit peu. Alors c'est compliqué. On essaye de le faire aussi dans nos newsletters, etc. Mais je pense que ça, c'est pas une nouveauté. Plus on parle aux gens avec les mots de leur génération, au mieux ça se passera. Et du coup, sur Instagram, sur TikTok et sur Pinterest, c'est pas la même chose. Et ce qui marche sur l'un marche pas forcément sur l'autre. Non. Non, nous on a regardé. Après, c'est assez logique. Le format vidéo, c'est celui qui prend le plus de place. C'est TikTok qui est le plus exigeant là-dessus. Et donc, souvent, les formats vidéo TikTok marchent bien sur Instagram, mais l'inverse, non. Là où sur Instagram, le statique et le motion marchent plutôt bien, alors que du statique sur TikTok, ça marchera jamais pour l'instant. Du coup, c'est pour ça que bosser sur TikTok, ça a été aussi une opportunité parce que le contenu pouvait être souvent réutilisé sur Instagram, alors que l'inverse, c'était pas le cas. En contributif, sur une base 100, TikTok, ça fait quoi en CA par rapport à Meta ? On est encore très loin, parce que Meta, ça fait longtemps qu'on le pratique. Un rapport de 1 à 8. Donc 80%, 1,8, ça fait plutôt 15, 75, 15, 85. On dépense 8 fois plus et on reçoit 7 fois plus sur Meta. Notre ROS est un peu plus élevé. C'est-à-dire ? Tu dépenses 8 fois plus et ça rapporte 8 fois plus. Ouais, parce que pour le coup, ça rapporte 7 fois plus, je dirais. Okay. Pour le coup, on a un ROS à 3 qui va être, par exemple, sur Facebook. Là, on sera plutôt 4 sur TikTok. Sur TikTok. Mais là où je dépense 1 000 € par jour sur Facebook, on dépense 100-150 € sur TikTok. Et tu pilotes au ROS ? Alors, au ROS,
et surtout au coût d'acquisition. Je suis obnubilé par les coûts, mais partout, sur les coûts de bureau, surtout, etc. Parce que pour moi, c'est là où on peut se mettre en danger. Du coup, il ne faut surtout pas que ça dépasse un certain pourcentage du coût du produit, ou si je le dépasse, je sais que je vais commencer à me mettre en danger. Donc c'est les deux. Tant que le RS monte, normalement, ça va ensemble. Hein. Mais je pilote, j'ai un tableau avec les coûts Instagram, Facebook, Pinterest et les 4 en même temps, avec moi ce que je vends, et après j'ai un chiffre qui me donne 20, 21, 22, 30%, 6%. Au-dessus de 25%, ça se met en rouge, et faut baisser les budgets ou voir, et quand c'est vert, faut augmenter les budgets. Et pour le coup, j'ai pas de limite d'augmenter les budgets tant que mon CAC, mon coût par acquisition, est toujours à 25%. Ok, intéressant. Tu lances une campagne demain pour la nouvelle collection Oli dans le métro. Alors on lance, nous, c'est la collection Oli qui sort demain, mais la campagne dans le métro, elle sera en juin. Ah, bah parfait, vous la verrez donc dans quelques semaines. C'est ça. Chers amis. Du coup, elle sera mi-juin, et du coup, oui, on sort une nouvelle collection, c'est une capsule d'été très colorée, si on parle d'Oli, où on fait ça tous les ans, une capsule d'édition limitée qui va représenter un thème ou une mode en édition limitée, et qu'on va sortir en mai, juin, juillet, août, parce que c'est une période qui est assez forte pour nous. Les gens partent en vacances, et nous, nos produits sont assez cohérents sur la période estivale. T'as déjà acheté l'espace? Il t'est offert? Il t'est prêté? Non, pour le coup, ça a été d'âpres négociations depuis l'année dernière. J'ai toujours voulu faire du métro, et puis après, il y a un côté, en France et à Paris, comme tu disais un peu, on en parlait, les gens connaissent pas mal notre produit, mais pas forcément la marque qu'il y a derrière. Et souvent, c'est « Ah, mais je connais cette banane, et par contre, une bague, je sais pas ce que c'est. » Et du coup, on a un vrai travail de notoriété à faire. Et du coup, l'affichage, c'est là où ça prend un peu son sens. C'est que, voilà, mettre le produit en face des gens et la marque à côté pour que les gens fassent le lien. Et notre but, c'est que les gens comprennent qui y a derrière cette banane et ces produits. C'est une bague, et c'est un projet social, et c'est un peu autre chose. Du coup, l'objectif de cette campagne, c'est ça. Et non, on la paye par les circuits normaux. Mais voilà, après, selon les semaines qu'on choisit, etc., les prix ne sont pas les mêmes. Et du coup, il y a des opportunités qui se créent. Ok, intéressant. Et tu l'as fait faire par des créas en interne, par une agence? C'est nous qui faisons tout en interne. Tu fais tout en interne. J'aimerais bien que ce soit fait en interne. Après, si on atteint des limites qu'on n'arrive pas, on externalisera, mais elles le font en interne, et elles seront tout à fait capables de le faire. Ok, là on est à des années-lumière du ROS ou du CAC. Non, là pour le coup, c'est la première fois où c'est de la noto on a fait pure, une bonne année, du coup on dégage des budgets pour tester des choses, ça en fait partie. Du coup, je sais que moi, une partie de mes bénéfices, je les mets sur du test, où du coup là, j'attends pas forcément de retour. Et c'est le cas sur le métro, et du coup là, si ça fonctionne, tant mieux. Si on voit qu'il n'y a aucun résultat, rien du tout, c'est un test, et on saura à quoi s'en tenir pour la suite. Ce que disent beaucoup des invités, c'est que c'est incrémental, parfois discret, mais visible sur le long terme, quoi. Parce que là, tu stacks de la notoriété, et donc de l'action et de la visite et de l'achat. Oui, c'est ça. Moi, avec de l'affichage métro, ou peut-être qu'on en fera d'autres, je cherche pas un retour sur investissement tout de suite, mais comme je suis de la notoriété, du coup, c'est pas trop palpable, mais je pense sincèrement que ça va contribuer à notre croissance dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. C'est sûr qu'on pourra jamais le mesurer, mais pour le coup, j'y crois assez. Cool. Dernier sujet, le temps file. Tu es sur Shopify, sur la partie B2C, inbag.fr. Je dis inbag. Comment tu dis, toi? Tu dis inbag. Inbag. Tu es sur Shopify et tu te poses des questions. C'est vrai. Je suis sur Shopify, j'en suis plutôt satisfait. Après, c'est vrai que c'est une technologie, c'est une plateforme qui coûte assez cher. Et qui n'est pas forcément malléable comme on le voudrait. Et aussi, j'ai un peu l'impression et j'aime pas trop être dépendant d'évolution et d'un service sur lequel après j'aurais du mal à m'émanciper. Du coup, aujourd'hui, on a une réflexion de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on développe notre propre site, parce que voilà, alors je crois au retail, mais je crois aussi au e-commerce, et on compte faire de gros chiffres dans les prochaines années, et de développer un site avec plein de fonctionnalités différentes et de pouvoir avoir plus la main dessus. Et là, je discute actuellement avec des développeurs, et voilà, visiblement, il y a deux voies. Soit on continue avec Shopify et on sera un peu limité, mais c'est aussi le choix de la sécurité. Soit on développe tout de zéro, avec le risque de jamais réussir à avoir ce que je veux, mais potentiellement avec des grosses économies à long terme et de quoi faire un peu plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc c'est un choix que j'ai pas encore pris et qui va être assez important. Aujourd'hui, on fait des sites tests pour savoir à quel point on peut aller loin sur des fonctionnalités. Donc je dépense sur d'autres plateformes pour voir ce qu'on pourra faire. Et d'ici 1 mois ou 2, je prendrai la décision selon les résultats de ces tests-là, en disant bon, je pense que c'est une bonne idée ou pas. Ok. Actuellement, pour ce Shopify, vous le faites en interne ou via une agence? Non, on fait tout en interne. Tout en interne.
C'est une question intéressante et c'est vrai que alors tu fais 6 millions, c'est ça sur Shopify. Non, 6 millions c'est le B2C, donc je fais... Ah oui, non, pardon, excuse-moi, oui, t'as raison. Après presque, hein, parce que maintenant toutes les boutiques passent par notre plateforme B2B Shopify aussi. Donc non, sur le site web, nous, on fait à peu près 3,5 millions. Ouais, 60% des 6 et millions. après, on fait 1,5 million via Shopify. Donc, en B2B. Ouais, en transaction, Shopify, ouais, il y a un peu plus de 5 millions de CA. Mais le B2C Shopify, c'est un peu plus. Non, mais donc, un peu plus de 5 millions, c'est vrai que la question commence à se poser quand tu payes un pourcentage. Ouais, voilà. Que tu as un abonnement qui augmente. Je te souhaite de faire bien plus demain. Ensuite, il y a des boîtes énormes sur Shopify, des With the New, des Kabaya, qui sont toujours. C'est vrai que la question de. Tous mes œufs dans le même panier et un panier que je maîtrise pas versus la liberté de faire ce qu'on veut ou surtout si je reviens sur la première option le zéro prise de tête sur la partie tech hosting élasticité de ton hébergement, c'est des... Non, mais c'est une vraie grosse question et en fait je pense qu'elle sera surtout conditionnée si j'arrive à trouver au coût, mais aussi aux partenaires. Si j'arrive à trouver un développeur, une boîte sur lequel j'ai 100% confiance sur du long terme qui pourra m'accompagner, j'aurais beaucoup moins de mal à me dire ok, je sors de Shopify, mais tant que j'ai pas trouvé ce tiers de confiance, et ça met pas 5 minutes à donner autant à quelqu'un, parce que pour nous c'est hyper important, tant que j'ai pas trouvé ce tiers de confiance où j'y vais les yeux fermés, la décision restera prise, restera sur Shopify. Aujourd'hui, j'ai des devs à qui je fais vachement confiance, mais pour autant j'ai des doutes sur les compétences et sur notre capacité à faire ce qu'on veut dans les prochaines années. C'est pour ça qu'on fait des tests, et si ces tests sont pas concluants, je marcherai pas. Mais le prérequis, c'était, je me pose la question que parce que j'ai trouvé des gens de confiance sur lesquels je me dis ok, je peux démarrer avec eux, dans 5 ans ils seront encore là et ils vont adhérer au projet et je sens que ça va le faire, quoi. Cool, appelle-moi. Ouais, pourquoi pas. Génial. Écoute Pierre, on a fait un grand tour que j'ai trouvé passionnant. Je savais pas que tu reversais autant et je trouve ça super. Je le redis, hein, c'est les coûts en Inde, pardon, pour SSAMI, les coûts, un salaire qui est 2 fois plus élevé que la moyenne, voilà, c'est ça alors, plus 50% de parfois marge. c'est plus, parfois c'est moins, mais oui, globalement, nous, les salaires sont plus élevés que le minimum et la moyenne là-bas. Surtout, les conditions de travail sont assez exceptionnelles à l'ONG là-bas, en termes de matériel, de lieux, etc. Et après, on assure un profit au maximum à l'ONG, aux alentours de 50%, pour qu'elle puisse avoir... la possibilité d'avoir d'énormes projets sociaux, quoi. Super. Mais au-delà de ça, vous avez juste des super produits. Voilà. Et souvent, on vend nos produits, les gens sont pas au courant de ce qu'il y a derrière. Hein. Souvent, les gens se disent « Ah, en plus, c'est fait par un ONG, c'est super. » Mais l'objectif, c'est de vendre parce que les produits sont quali. Pierre Mounier, M-O-2-N-I-E-R, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et évidemment, allez faire un tour sur Inbag, HINDBAG, pardon, je me suis perdu, .fr, HINDBAG.fr. C'est ce sac ou cette banane que vous avez déjà tous et toutes vu quelque part en ville et que vous verrez bientôt dans le métro. Pierre, c'était un plaisir, merci infiniment. Partagez, merci beaucoup Laurent. Salut à toutes, salut à tous.